Bonjour YouTube, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait le débrief Ligue 1 pour des raisons de temps et d'emploi du temps. Retour donc du débrief Ligue 1 sur la chaîne principale avec un bel overlay, le dernier était sur la chaîne secondaire. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, après ça fait un peu de temps maintenant que ce débrief a eu lieu. N'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner, de mettre la petite cloche, etc., etc. Ça donne de la force à la chaîne, surtout pour ceux qui suivent ce format depuis le début de l'année, puisque c'est un format, vous savez, qui me tient à cœur de parler un peu plus loin que l'Olympique Lyonnais. On a fait hier un débrief du match qui n'a pas eu lieu entre Marseille et Lyon. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran. On n'en parlera pas du coup de ce match-là, puisqu'on a déjà balayé le sujet en long, en large et en travers, et que de toute façon il n'y a pas eu de match de foot. Donc on va pas se concentrer là-dessus. Journée de Ligue 1 que l'on qualifiera d'assez inégale dans l'absolu. Je vais vous montrer les scores incessamment sous peu. Est-ce qu'ils sont bons les scores? Oui, normalement ils sont bons. On a commencé par un Clermont-Nice qui était chiant comme la mort. Clermont qui était... Enfin après chiant comme la mort, je suis un peu dur. Clermont qui a pas fait un bon match. Nice qui a pas eu à forcer son talent. On en parlera un peu plus tard. Reims qui s'est imposé à Lorient. Lens qui a collé une grosse branlée au FC Nantes dans l'anonymat général puisque c'était la finale de la Coupe du Monde de rugby dont tout le monde se tapait également. Brest-PSG, probablement le match le plus sympa de ce week-end. Match rocambolesque que Brest aurait mérité peut-être de gagner, au moins d'en tirer un point. Mais il y a du côté du PSG un certain Kylian Mbappé qui ne l'entendait pas de cette oreille. Montpellier-Toulouse, un 3-0 bien tassé pour Toulouse. Ça va pas du tout les Toulousains. Metz-Le Havre, on s'y attendait. On aurait pu le pronostiquer, un 0-0 qui tâche. La surprise du week-end, elle est là. C'est... Merde, il n'a pas vu Lens. Non, j'ai pas vu Lens. J'étais dehors. Pourquoi vous me dites PTDR? LOSC, Monaco, la surprise du week-end, puisqu'on ne s'attendait pas forcément à voir le LOSC tarter la gueule du leader, ça a été chose faite. Et Rennes-Strasbourg, contre-temps pour Rennes. Strasbourg qui arrache un point miraculeux sur la pelouse de Rennes, qui a un petit trou d'air. Évidemment, on ne parlera pas de Marseille-Lyon, qui a été reporté. T'as pas vu le seul match Coupe du Monde de rugby? Franchement, tout le monde s'en cogne. En fait, j'étais dehors, je voulais regarder Lens-Nantes, mais tous les écrans du bar montraient la finale de la Coupe du Monde de rugby. J'ai pas osé demander à ce qu'on mette Lens-Nantes à la place de la finale parce que je pense que j'aurais pas eu gain de cause. Donc malheureusement, j'ai pas vu Lens, je n'ai pas vu les deux matchs du multiplex et j'ai vu Rennes-Strasbourg vraiment d'un œil parce que c'était pas hyper intéressant. Je suis supporter du FCN et j'habite à Toulouse et je suis là, on est lundi. Rennes de trou d'air, c'est depuis le début de la saison. On en parlera après de Rennes, mais c'est hyper décevant cette saison, Rennes. Alors je sais pas si c'est dû à la relative, on va dire, faiblesse de l'effectif en défense, même si ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Je sais pas si c'est dû au fait que Martin Terrier et que cette équipe était totalement dépendante de Martin Terrier. Toujours est-il que ça va pas, hein, tout simplement. Ça ne va pas du tout. On va aller se mettre sur les matchs individuellement pour pouvoir commencer ce débrief Ligue 1. Voilà, calendrier résultat. Hop, on va mettre ça ici. Normalement, ça va fonctionner correctement. J'espère qu'il ne va pas y avoir de merde. Parce que j'ai un nouvel overlay là. Donc, il y a des choses qui doivent peut-être pas être très bien alignées. Je suis un professionnel. Ok, on va commencer du coup par Clermont-Nice. J'allais dire pas beaucoup de choses à dire, mais si, en vrai, quelques petits trucs à dire quand même. Nice qui a fait une Nice. Hein. Un seul but dans la rencontre, signé Hicham Boudaoui à la fin de la rencontre. C'est toujours pareil, Nice, c'est extrêmement solide, mais c'est pas hyper flamboyant. On a quand même eu une équipe quasiment bis en attaque, Boga, Guessant. Il y a des satisfactions, la défense centrale a été encore bonne. Après, encore une fois, c'est clairement en face. Au niveau des expected goals, on est à 2,17 contre 0,47, donc il n'y a vraiment pas eu match. Il y a eu 0 tir pour Clermont en première mi-temps, tout simplement. Clermont, c'est très faible. Nice qui n'a toujours pas perdu. Ben oui, Nice qui n'a toujours pas perdu, effectivement. 4 buts encaissés pour Nice en 10 journées. C'est extrêmement solide en défense. Todibo Dante, ça doit être la meilleure charnière centrale de Ligue 1. On a eu un péno raté pour la Borde à la 37e minute aussi. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match à part ça? Il y a eu quand même un petit caca-culotte niçois en fin de rencontre. Il y a eu 5, 6, 7, 8 minutes de grosse panique en fin de rencontre. Toujours est-il que Clermont, c'est extrêmement faible. Et on avait ironisé un petit peu sur... ah bah vivement que l'Olympique Lyonnais rencontre Clermont, parce qu'au moins ce sera 3 points faciles. Qu'est-ce qu'on rigole. Donc non, Nice, je sais pas si Nice sera candidat au titre. Parce que je pense que c'est un peu léger offensivement pour ça. Par contre, Nice est extrêmement solide et c'est une équipe qui est giga chiante à jouer. Rosario en latéral droit qui dépanne a été pas mal. Ouais, alors là, ça c'est surprenant parce que Rosario, c'est quand même pas un joueur fou dans l'absolu. Et je trouve qu'en latéral droit, ça va, ça fait du bon taf. Bon, voilà, on n'a pas grand chose de plus à dire sur Nice, si ce n'est que bah voilà, quand on regarde le classement, bah c'est Nice qui est leader, invaincu, 4 buts encaissés, 11 buts marqués, 11 buts marqués en 10 matchs, ça veut dire grosso modo un but par match pour Nice, bah ça suffit à être en tête, c'est une équipe sérieuse, et voilà, à un moment donné, si vous voulez être leader de Ligue 1, il faut avoir une bonne défense. Donc je pense que Nice... Alors, ils ont mis du temps à se mettre en place parce que vous voyez, il y a 6 victoires et 4 matchs nuls. Et Nice a quand même commencé la saison par 3 matchs nuls, dont un contre l'Olympique Lyonnais, vous devez vous en souvenir. C'est une équipe qui a mis un peu de temps à se mettre en place, mais qui a des vraies certitudes en termes de solidité défensive. Et ça va les emmener haut. Et je serais vraiment pas surpris que Nice termine top 4 avec cette solidité défensive. Encore faut-il que les blessures épargnent Dante, qui a tendance à être un peu fragile. Mais voilà. Soit ils gagnent 1-0, soit ils font 1-1. C'est une équipe chiante, c'est une équipe hyper chiante, Nice. C'est chiant à regarder, c'est chiant à jouer, mais à un moment donné, bah, les résultats sont là. Donc bravo à Farioli, qui a mis en place des choses solides. Bravo aussi à, comment il s'appelle, Ghisolfi, je crois, c'est ça? Parce que le petit Youssouf au milieu de terrain, waouh, c'est une valeur sûre quand même. Au milieu, ça va pas tenir toute la saison à Nice. Je sais pas. En attendant... C'est quand même assez fou quand on voit la défense. Alors Todibo, rien à dire. Todibo, c'est peut-être un des meilleurs défenseurs du championnat, si ce n'est le meilleur défenseur du championnat. Mais Dante, il a 157 ans. Melvin Barr, avant cette saison, c'était une catastrophe. À droite, ils ont Youssef Attal qui est tout le temps blessé. Et là, il joue avec Rosario. C'est quand même assez dingue d'avoir une solidité défensive telle qu'elle, compte tenu de la relative... pas faiblesse, mais du niveau globalement un peu moyen de cette équipe en défense. Donc bravo, Farioli, vrai projet. Alors c'est pas un projet flamboyant, mais ça paye, ça marche, et bravo à lui parce qu'il vient d'arriver, comme quoi on peut imprimer une identité et des résultats vite en arrivant quand on est un jeune coach et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Nice me fait penser au Montpellier 2012. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça aussi, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Boulka, mais Boulka fait un début de saison absolument monumental. Donc moi je suis admiratif de ce que fait Nice. Je suis très admiratif du travail de Farioli et je suis presque jaloux de voir que les jeunes coachs un peu excitants comme ça, bah, c'est pour les autres. Voilà pour Clermont-Nice. On enchaîne avec Reims-Lorient. Reims-Lorient, match faible. On va dire les choses comme elles sont, match relativement faible, une première mi-temps 100% rémoise, 7 tirs à 2, aucun tir cadré pour Lorient qui a été d'une très rare faiblesse, Lorient, sur ce match-là. Il y a vraiment des matchs où je sais pas à quoi ressemble cette équipe de Lorient. Contre Rennes, ils ont été dominés, mais ils ont su à un moment donné mettre un peu le feu, même s'ils ont été extrêmement aidés par Walid Omari. Là, il n'y a vraiment pas grand-chose à garder du côté de Lorient. Effectivement, le soufflet, le brise qui retombe, c'est exactement ça, Fanch. C'était très faible. J'ai trouvé Isaac Touré pas terrible, et pourtant c'était pas un bon match de Reims. Vous savez que je suis le premier à encenser les Rémois et leur effectif et leur tactique. C'était vraiment pas un bon match de Reims. J'ai trouvé Richardson un peu en dedans. Daramy, j'ai pas compris son placement. Il y a eu un placement un peu chelou de l'attaque de Reims. On savait pas trop où se placer Daramy. À un moment donné, Mounetzi jouait presque numéro 9. J'ai pas trop compris le projet de Will Steele. Une espèce de 5-3-2 un peu dégueulasse là. J'ai eu du mal à comprendre où ils voulaient en venir et ça a été très laborieux, et finalement ils s'en sortent grâce à un joueur qui est quand même très mauvais depuis le début de la saison, c'est Wilson Esbrand, qui a été d'ailleurs très mauvais sur son entrée et qui marque un but absolument sublime. On aurait cru penser que c'était un centre, mais c'était pas un centre, c'est une frappe enroulée côté gauche de la surface, et Reims s'en sort, Reims marque des puntos importants, mais c'était pas un bon match de Reims, c'était vraiment pas un bon match de Reims, et moi je me suis fait chier devant ce match, je vous le dis. Au classement, ça nous emmène Reims à une intéressante 5e place. Alors vous voyez, c'est pas l'équipe la plus flamboyante de Ligue 1 non plus. 12 buts encaissés, 14 buts marqués. Et du côté de Lorient, Lorient ça descend. On s'est un petit peu enflammé en début de saison sur Lorient. Mais Lorient, c'est en train de se casser la gueule sévère. Et c'est plus qu'à 1 point de Metz, barragiste à ce moment-là, où je vous parle. Attention, on avait identifié en début de saison, rappelez-vous, on avait dit en début de saison, attention Lorient, attention Strasbourg, attention Le Havre,
Et même quand ils étaient en haut du classement, y compris Metz, hein, quand ils avaient 6 ou 7 points, la réalité du championnat, c'est que ça y est, ils y sont, hein, ils approchent de la zone rouge, y compris Toulouse. Là, il y a une vérité quand même. Il y a une vérité qui est que les équipes qu'on a identifiées sur ces 10 premières journées comme étant des équipes relativement faibles, elles commencent à tomber. Et aujourd'hui, des équipes quand on avait dit qu'elles étaient faibles, malgré potentiellement des bons résultats à un moment donné, à commencer par Metz, Lorient, Strasbourg, Le Havre, Toulouse, on les avait mis dans le wagon. La seule qu'on avait mise dans le wagon et qui s'en sort à peu près correctement, c'est Nantes. Mais attention, on va en parler juste après. Nantes qui a pris une tornade, tout simplement, contre Lens. Alors, j'ai pas vu le match, mais j'ai regardé vite fait le résumé et j'ai regardé surtout les stats. On est quand même sur plus de 4 expected goals côté Lens. Donc, vous me direz, ce que vous en avez pensé, parce que j'ai pas vu ce match. Mais ça avait l'air d'être une sacrée boucherie. Alors, attention avec les expected goals, parce qu'il y a quand même 2 pénaltys pour Sotoka. Mais Nantes, torpillé complet. Le score est très lourd, certes. Très beau but de Medina aussi. Quel joueur, Medina, quel joueur. Je comprends pas pourquoi aucun gros club ne s'est intéressé à Medina. Je sais qu'il y a quelques années, on nous parlait de Manchester United pour 12-15 millions d'euros. Moi, j'adore Medina. Alors oui, il y a quelques trous d'air la saison passée, mais c'est un super joueur. C'était plus serré que cela ne peut se penser. D'accord, mais je vous crois sur parole, parce que du coup, j'ai pas vu le match, parce que je peux pas voir tous les matchs. Mais voilà, Lens, pour le coup, quand ils étaient calamiteux en début de saison, on avait dit que c'était un manque de chatte. On avait dit que peut-être le rythme de la Ligue des Champions allait les remettre dedans. Il se trouve que voilà, Lens se rattrape, ils sont sortis de la zone rouge largement, ils sont 10e. Attention, hein, Metz est qu'à 3 points quand même, mais la logique reprend un petit peu la main. Alors par contre, je voudrais que vous m'expliquiez, ceux qui ont vu le match. J'ai vu que Eli Wahi avait une note absolument calamiteuse, et j'ai pas vu le match, donc qu'est-ce qui s'est passé avec Eli Wahi? Est-ce qu'il a fait un match absolument calamiteux? Est-ce qu'il a, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé avec Eli Wahi? Les 3 de derrière Lens, c'est top niveau. Ouais, pourtant, c'est des joueurs qu'il fallait les trouver quand même. Medina, Danso, Gradit. Je veux dire, personne n'a jamais entendu parler de ces 3 mecs. Alors si, Jonathan Gradit, je crois qu'il était à Caen, mais personne ne prédestinait Jonathan Gradit à faire un match de Ligue des Champions. Donc non, bravo à Lens pour la solidité. Maintenant, il y a toujours un effectif qui est un peu léger. Moi, je leur souhaite que le meilleur, Lens, de toute façon. Ils voulaient se battre, d'accord, ils voulaient se battre. Bonsoir, Knight. Match comme d'hab, sauf que là, il a pas marqué pour sauver son match. Gradit à Tours, pardon. Medina, ça part Atlético en juin. Medina, il a quand même une bonne gueule de joueur de l'Atlético, effectivement. Espèce de grinta, là. Moi, j'adore Medina. J'adore. Eli Wahi fait comme d'hab, il s'énerve parce qu'il faut presser et c'est chiant. Wally croque un peu, mais sans ballon, c'était intéressant. Il doit se connecter au reste de l'équipe, Wahi. On est sur un joueur, Wahi, qui a un talent absolument fou. Personne pourra le nier. Mais le problème de Wahi, c'est pas le talent. C'est probablement un petit peu le cerveau. Moi, je garde en tête ce qui s'est passé contre Toulouse, où il y a cette passe ridicule hors jeu, et ensuite il va chambrer Guillaume Rest, alors qu'il est 15 mètres hors jeu, sur une contre-attaque à 3 contre 0 quand même. Parce que quand on dit une attaque 3 contre 1, c'est qu'il reste un défenseur. Là, ils étaient 3 contre le gardien. Je sais pas si vous vous souvenez de ce match contre Toulouse, mais c'était assez fabuleux. Donc moi, je pense que Eli Wahi est un monstre au crack, mais que le cerveau suit pas beaucoup. Parle d'un déviant. Oui, c'est vrai que ça, on a un petit peu oublié, mais il y a quand même des casseroles au cul de Eli Wahi. Voilà, bon, Lens 4-0, j'ai pas vu le match, donc on va pas épiloguer là-dessus, mais ça fait plaisir de voir Lens revenir un petit peu au niveau qui est le sien, et surtout se mettre à l'abri. Brest PSG, alors celui-là, j'espère que vous l'avez vu, parce que c'était le match le plus intéressant du week-end, c'était super marrant. À un moment donné, il y a une tempête, mais ça a duré 2 minutes, mais on n'entendait quasiment plus les commentateurs, tellement il a plu de la chiasse sur le terrain de Brest. Match très divertissant. Alors à un moment donné, au début du match, on a cru que ça allait tourner court, puisque Warren Zahir Emery a ouvert le score assez tôt dans la rencontre d'une superbe frappe avec une passe décisive de Bradley Barcola, puis Mbappé derrière. À la 30e minute, on se dit bon Brest ils vont prendre 3 Z et puis allez, à bientôt. Sauf que le PSG, ça a des trous d'air, et notamment dans tout ce qui est duel aérien. Et ça va être un vrai problème pour le PSG, parce que c'est pas possible d'avoir une faiblesse comme ça. Sur les duels aériens, sur les ballons aériens, c'est une calamité. Le but de Mounier qui amène le 2-1 arrive d'une touche sur laquelle Skriniar est placé, mais n'importe comment. Je veux dire, quand on va jouer contre Brest, on sait qu'il y a Steve Mounier en face. Steve Mounier, c'est la tour de contrôle de l'aéroport de Brest. Donc tu sais que t'as un seul truc à préparer, c'est être bon sur les centres et être bon sur les CPA. Et Paris a fait n'importe quoi. Il y a une stat qui est sortie qui montrait que c'était l'équipe qui perdait le plus de duels aériens en Ligue 1, avec Lyon. C'est quand même fou quand même. C'est dingue.
Skriniar, je vois que vous en parlez dans le chat là. Skriniar, mais c'est catastrophique. C'est Euro Truck Simulator, Skriniar. C'est pas possible d'avoir recruté ce mec-là. Enfin, il va falloir qu'il se mette au niveau rapidement parce que là, c'est calamiteux quand même. Sur le premier but, il est fautif. Sur le deuxième but aussi. Waouh, Skriniar, c'est faux. Heureusement pour le PSG qu'ils ont des joueurs d'une classe. Enfin, Mbappé, vous l'avez vu le but de Mbappé. Enfin, Mbappé, on dirait, c'est la version tir croisé d'Ariane Robben. C'est-à-dire que quand vous voyez Mbappé qui rentre dans la surface là et qui court parallèle à la ligne de but, vous savez très bien ce qu'il va faire et c'est pas parce que vous le savez que vous pouvez l'éviter. Marco Bizot est un super gardien, mais l'espèce de je me place pour enrouler poteau opposé puis finalement je fais une frappe croisée ras du poteau premier poteau, elle est imparable. C'est son geste signature et c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort. Et le troisième but, c'est un penalty qui malheureusement est plutôt logique. Hein. J'ai vu que ça avait râlé un petit peu, mais il y a penalty. Penalty de Mbappé qui ensuite va chambrer les supporters. Je suis pas choqué outre mesure de Mbappé qui va chambrer les supporters. Hakimi se faisait insulter avant. À un moment donné, je comprends que vous aimiez pas Mbappé. Et vous savez quoi, moi aussi. Mais c'est ça le foot, c'est aimer détester des joueurs. Comme on a aimé détester Verratti, comme les supporters adverses de Lyon adorent détester Anthony Lopez, ça fait partie du foot. Donc oui, il est détestable Mbappé, mais 100% vu à la vidéo, 0% tu le contres. Je comprends pas. On voit un bout de navigateur sur ta cam. Ah oui, pardon, effectivement. Vous avez vu, effectivement, c'est qu'il faut que je remonte la webcam. Je vais juste faire ça. Voilà, c'est bon. Merci Pierre. Merci Pierre, ça, hop là, c'est corrigé. Zaïre Emery, Thiago de l'OL. Zaïre Emery, c'est giga fort. Hein. Vous vous rendez compte, c'est un bébé quand même, Zaïre Emery. C'est un monstre. C'est un monstre. Le match qu'il fait, Zaïre Emery, c'est un bébé. Il a très peu d'expérience. Ça, c'est un vrai crack, ça. Hein. Ça, c'est un vrai crack, un crack monumental. Et je pense que Zaïre Emery, il va tout droit à l'Euro. Et je serais même pas surpris qu'il soit titulaire. Parce que putain, il sait tout faire, quoi. Dans tous les secteurs du jeu, c'est un monstre. Et c'est quand même dingue que ce PSG soit porté par Zaïre Emery alors que c'est un bébé, quoi. Donc, en même temps, quand Messi monte son maillot, les gens disent c'est génial. Quand c'est Fekir, ah non, mais moi, ça me choque pas. Le foot, c'est aussi de la provocation. Le foot, c'est aussi du chambrage. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de détester les joueurs qui font ça. Moi, je comprends totalement les Stéphanois qui détestent Fekir. Mais oui, c'est un peu petit de la part de Mbappé d'aller chambrer Brest à Francis Leblé. Et il vaut mieux que ça. Et peut-être. Mais en attendant, ça fait partie du foot. Voilà, ils se sont fait insulter. Il a le droit de chambrer. Donc, laissez-le. Vous avez le droit de le détester, Mbappé. Hein. Mais c'est bien d'avoir un petit peu de joueurs avec une aspérité. Je préfère des joueurs qui chambrent, des joueurs qui sont détestables, que des joueurs qui sont des gros sacs à merde racistes, par exemple. Donc, laissez un petit peu les joueurs être toxiques quand ils ont envie de l'être. Ça fait partie du foot aussi. Ça fait partie du foot. Il n'a pas été insultant. Non, il a été insolent. Il a été insolent, il a été un petit peu imblairable. Et vous savez quoi, tant mieux. Tant mieux, c'est bien les joueurs imblairables. Il faut des joueurs comme ça qui sont concernés. C'est bon, à un moment donné, les bisounours, les mecs qui célèbrent pas leur but parce que c'est leur club formateur d'il y a 15 ans, là, stop un petit peu. Stop. Il a pas aimé la grêle. Ouais, peut-être qu'il disait chute à la météo, on sait pas. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté? Le naufrage du PSG en seconde période. Les duels aériens catastrophiques. Il y a quand même eu 2 tirs de but pour Brest, jusqu'à je crois, l'heure de jeu, quelque chose comme ça. Au moment où Le Doiron marque, c'est le 2e tir de Brest. Donc attention au trou d'air pour le Paris Saint-Germain, parce que cette équipe, elle est au point collectivement. Il y a des très bons éléments, mais il y a des trous d'air et la défense, elle est pas fiable, quoi. Elle est vraiment pas fiable. Skriniar, ça va pas du tout. Donc, point d'interrogation sur Milan Skriniar, quand même. Et je voulais quand même parler d'autre chose côté brestois, parce que je sais qu'il y a une diaspora brestoise sur le live et que vous regardez souvent les lives. J'aimerais comprendre l'intérêt d'avoir pris Jonas Martin, parce que Jonas Martin, c'est calamiteux son entrée. Ça me fait de la peine, parce que c'est un joueur que j'aime bien, mais je l'ai trouvé vraiment calamiteux. Et ça me fait. Je pense que c'est terminé, hein, c'est fini. 2 grands défenseurs d'1m90, ça n'a pas gagné un duel, c'est vraiment dur. Ah, complètement, ouais. Complètement. Oui, il y a une diaspora brestoise, oui. Il y a plein de Brestois qui sont sur le live et qui me suivent. Je sais pas pourquoi. Il y a plein de Brestois, et Fanch, ici, est leur chef de file. Parlons du match de Ramos. Ramos, c'est cher payé, hein, quand même. C'est cher payé, hein. C'est un peu cher payé, hein. Lesmelou sous-côté. Alors, je sais pas s'il est sous-côté. Parce qu'on commence quand même à bien le côté, Lesmelou. Alors, Lesmelou,
On en a déjà parlé, c'est pas la première fois qu'on va parler de Pierre Lesmelou. Lesmelou, c'est un vieux briscard quand même, hein. C'est un match de vieux briscard. C'est un match de papa dans son fauteuil, là. Poste de numéro 6, qui est pas vraiment numéro 6, parce qu'il tourne ce milieu à 3. Hein. Magnéti Camara, Lesmelou, ils font un petit peu le manège de savoir qui prend le poste de l'un ou de l'autre. Mais alors, Lesmelou, c'est sacrément fiable quand même. Hein. Tu veux parler de Jonas de Genon maintenant, le mec qui a 2 fils qui se touchent à chaque fois qu'il entre sur le terrain. Ouais, moi ça me fait un peu de la peine, parce que j'aimais bien Jonas Martin avant, et j'ai l'impression qu'il est perdu complet, quoi. Donc un peu triste. En tout cas, une chose est sûre, même s'ils en ont pris 3, c'est quand même mieux avec Brassier qu'avec Dari. Ça, c'est une certitude. Toujours aimé ce joueur, Lesmelou. Lesmelou, c'est l'archétype du bon petit joueur de Ligue 1. Vous voyez cette catégorie-là, du bon petit joueur, où tu sais qu'il ira jamais dans un top 5, qui jouera peut-être jamais de match de Coupe d'Europe. En tout cas, je crois qu'il en a joué avec Nice, mais pas beaucoup. Mais le mec, quand tu le croises sur un terrain, tu sais que tu peux compter sur lui. Un peu comme Savanier. Voilà, Savanier, c'est le bon petit joueur de Ligue 1. C'est un mec qui a un talent fou, qui ira jamais dans un top 5 parce que ça lui ressemble pas. Mais il était déjà vraiment bon à Dijon. Ouais. Très fiable. Salut Skywiz. Magnetti, il a un nom de Pokémon, lui que bon à rager dans la fin du match. Non mais c'est solide, Brest. Là, ils perdent. Mais ils ont, leur objectif de toute façon à Brest, ça reste le maintien. Mais ils sont sur les bases d'une saison tranquille. Et je pense que quand on est brestois, on est content d'avoir une saison tranquille pour une fois, à pas se demander jusqu'à la 34e journée si on va se maintenir ou pas. Lesmelou hors PSG Monaco, c'est un joueur qui peut jouer dans tous les clubs de Ligue 1, qui a le niveau pour. Maintenant, est-ce qu'il irait y jouer? Non, je pense pas. André, Lesmelou, Savanier, c'est au milieu de l'LDC. Oui, complètement. Magnetti, très bon joueur pour un club comme Brest, il est excellent dans un bagarre. Vous avez des joueurs excellents dans un bagarre, vous avez des joueurs qui sont bons techniquement, et surtout, je pense que le plus important, vous avez 2 excellents latéraux. Et je pense que les latéraux dans le football moderne, c'est peut-être le poste le plus important, parce que c'est un poste qui demande énormément de caisse physique. Et moi, je pense que Kenny Lala et Bradley Loco font partie des meilleurs latéraux cette saison en Ligue 1, et il n'y a pas de mensonge là-dessus, quoi. Même la défense centrale, Chardonnay-Brassier, c'est hyper solide. Donc vous avez 5 mecs derrière avec Bizot qui sont hyper solides. Et ça ment pas. Ça ment pas. Donc moi je suis content pour les Brestois parce qu'ils ont mangé du caca pendant des années. Et là ils peuvent un peu manger Gucci et se dire on va aller au stade, on va avoir du beau foot. Et c'est mérité parce que c'est un beau club. Les Brestois ils sont super sympas, leur ville est moche mais les Brestois sont adorables. Donc on vous souhaite le meilleur, amis Brestois. On parle d'Eric Roy à Brest. Eric Roy, moi j'ai déjà dit, les menottes, pardon, désolé, j'ai eu tort de critiquer Eric Roy. Voilà, pour Brest-PSG, on va passer à Lille-Monaco. Lille-Monaco, la surprise du week-end. Victoire de Lille contre le leader monégasque, qui s'est un petit peu vautré. C'est surprenant, puisqu'on était sur une équipe quasiment type, avec le quatuor Ben Yedder, Balogun, Golovin, Minamino devant. Alors, il nous manquait Camara, il nous manque toujours Caio Henrique à gauche. On avait Crépin Diatta latéral droit. Mais voilà, alors, pour le coup, l'équipe de Lille, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, oula, Yazid c'est en pointe, il n'y avait pas Jonathan David, c'était expérimental. On a encore un match XXL de Eden Zegrova qui finit avec 2 passes D. C'est un match qui était un peu fermé quand même, pas énormément d'occasions. Mais Vanderson et Caio Henrique manquent beaucoup à Monaco. Bah, tu vois, on parlait, Simon, on parlait des latéraux. Alors pour le coup, Jacobs et Diatta sont pas scandaleux, hein. Mais effectivement, la principale menace de Monaco des deux côtés, c'était Caio Henrique et Vanderson qui libéraient une quantité d'espace dingue pour Golovin et Minamino. Et effectivement, quand ils sont pas là, c'est plus compliqué. Eden Zegrova, ça devient vraiment... Ouais, Zegrova, c'est marrant parce qu'il passe un peu sous le radar, j'ai l'impression. J'ai vu qu'il était même pas dans l'équipe type de l'équipe, alors que c'est un super joueur très très fin, une très très belle patte. Et Zegrova, je pense que c'est un des joueurs les plus sous-cotés du championnat. Sous-côté du championnat. Monaco, le problème, c'est qu'il a mis Diatta et Jacobs latéral alors que c'est des pistons. Il fallait revenir à 3 en défense centrale. Je suis d'accord avec toi, Gabi Mel. Je suis complètement d'accord avec toi. Monaco a lâché 15 minutes, ça s'est payé cash. Bah ouais, mais à un moment donné, si tu veux être candidat au titre, il faut pas lâcher 15 minutes. Donc oui, but de Cavaleiro, but de Diakité. C'est le 2e but de la saison déjà pour Diakité. Je pense qu'il ira directement dans l'équipe type. David va jarter de Lille. David, on en avait parlé lors de la 3e journée déjà, je crois. 3e ou 4e journée, on disait oula, Jonathan David, c'est caca. Hein. Bah oui, c'est caca, Jonathan David, cette saison. Donc je pense que l'effectif de Lille est un peu limité devant. Parce que Cavaleiro fait un bon match, mais je suis pas hyper convaincu. Et je pense que ça va peut-être leur coûter un top 5. Maintenant, il y a quand même des certitudes, notamment derrière où Chevalier fait un super match. Voilà quoi. Voilà, Lille, toujours pareil, difficile à lire, difficile de savoir où placer Lille. Aujourd'hui, ils sont 4e, mais c'est pas hyper flamboyant. Vous voyez, 14 buts marqués en 10 journées, il n'y a pas d'attaque, quoi.
L'attaque, elle est pas au niveau du côté de Lille. Donc, je sais pas trop quoi en penser de Lille. Je sais pas en vrai. Manque un poil de folie, ça manque de calcium en attaque. Maintenant, il y a des bases solides. Hein. Je sais pas. Je mettrais Lille aux alentours de la 5ème place, mais ça peut faire 4 comme ça peut faire 8, quoi. Donc, on verra. On verra. Lille, c'est Nice un petit peu. C'est pas exactement le même problème, dans le sens où c'est pas les mêmes intentions de jeu. J'ai quand même l'impression que Nice réussit à faire ce qu'ils ont envie de faire, alors que Lille n'arrive pas à aller au bout de ce qu'ils aimeraient faire. Lille, c'est moche, ça a mis le but et le but, ça préfère... Bah oui, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. C'est les jeux, regardez les stats, si vous voulez, les stats équipe. Effectivement, Monaco a eu la possession, Monaco a eu les occasions, 16 tirs, 6 cadrés, mais au final, je crois que ça fait 0,56 expected goals, donc en fait, il n'y a pas eu énormément de vraies occasions pour Monaco dans ce match. Donc, défaite, voilà, je l'ai vu d'un œil ce match, mais j'ai pas vu un match extrêmement emballant de toute façon. Merci Boxofty pour l'abonnement, merci Dindon aussi 39 pour l'abonnement, et j'ai pas remercié Choupianou tout à l'heure pour l'abonnement. Si vous êtes sur YouTube, lâchez des petits pouces. Montpellier-Toulouse, j'ai pas vu le match puisque je regardais Lille. Une belle branlée de la part de Monaco. Très très belle branlée. De Montpellier, pardon. Belle branlée. Accor Adams doublé encore. On avait encensé Accor Adams en début de saison. Accor Adams, il est sur des très 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 bonnes bases. 3,19 expected goals pour Montpellier à 0,99 pour Toulouse. Donc une belle pâtée. Hein. Toulouse, c'est inquiétant. Toulouse, c'est inquiétant. Ouais, le premier but d'Adams, c'est quelque chose complètement. Ouais. Je sais pas trop ce qui... Moi, j'ai peur pour Toulouse. Je vous le dis, hein, on va regarder le classement. Bon, là, Montpellier, ça leur fait du bien parce qu'ils avaient vraiment besoin de cette victoire. D'ailleurs, s'ils n'avaient pas eu cette victoire, ils seraient 16e. Il y a vraiment un pâté là. Je pense qu'on peut enlever Lens de l'équation parce que Lens est sur une bonne dynamique et je pense pas que Marseille sera sur une mauvaise dynamique. En plus, il leur manque un match. Mais je pense que ce pâté là, de Toulouse jusqu'à Lyon, c'est inquiétant. C'est inquiétant. J'ai peut-être un tout petit peu moins d'inquiétude pour Le Havre et Lorient qui, à mon sens, sont des joueurs de qualité un peu supérieure au reste des équipes citées. Mais alors, Toulouse, Strasbourg, Metz, Clermont, je cite pas Lyon parce que Lyon, on connaît la situation, c'est dur, hein. C'est très très dur quand même. Donc, pas grand chose de plus à dire si c'est qu'il n'y a pas de cohérence dans cette équipe de Toulouse. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de joueurs clés. Spearings est revenu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de leader dans cette équipe de Toulouse. TFC 2 victoires depuis le début de la saison. C'est pas bon le TFC, on le répète depuis le début de la saison, c'est pas bon. Ça perd des matchs que ça doit pas perdre. Contre Clermont, ils se sont sabordés complets. Moi, je suis inquiet pour Toulouse, hein, je vous le dis. Heureusement qu'ils ont un super gardien et quelques petites certitudes en défense. Mais tout ça, là, c'est pas terrible. Alors, Gelabert, c'est sympa à avoir joué, c'est cool. Ça manque beaucoup d'impact physique. Mais je suis inquiet. Je suis très inquiet pour Toulouse. Et Montpellier, le truc c'est que Montpellier, pour le coup, je serais inquiet parce que défensivement c'est une catastrophe. Enfin cette défense elle est calamiteuse même si Kouyaté fait un bon match. Estef, Silla, Sako, on ronfle. Mais devant, là, alors il manque Kazri là. Mais Adams c'est super fort, Savanier c'est super fort, Altamari c'est hyper intéressant. Ça va les sauver Montpellier. Ça va les sauver et ça va leur faire une saison tranquille. Dès que Toulouse va se priver de Dessler, défense est au régime. Il y a quand même des joueurs moyens, hein. Il y a des joueurs très 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 moyens du côté de Toulouse. La perte de Abouklal leur fait énormément de mal. Suazo, c'est pas ouf. Caceres, c'est pas ouf. Magri, c'est pas ouf du tout. TFC, ça joue l'Europe, ils peuvent pas jouer sur les deux tableaux. Ouais, mais... À ce rythme-là, ils vont perdre sur tous les tableaux. Et moi, ça m'inquiète. Cette saison-là m'inquiète pour Toulouse. Parce que je pense qu'ils vont jouer le maintien jusqu'au bout, les Toulousains. Toulouse a perdu contre Strasbourg. Bah oui, c'était peut-être le seul bon match de Strasbourg cette saison. Et d'ailleurs, Strasbourg, on va en parler aussi. On va en parler, puisque c'est... Après, on va en parler après. Bon, honnêtement, Metz-Le Havre... Metz-Le Havre, je sais pas si on va en parler. J'ai regardé les résumés. Il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait rien. Hein. C'est... Waouh. Seule la fin de la première période... Enfin, regardez le résumé de l'équipe. Hein. Seule la fin de la première période a été animée. Les joueurs du Havre impuissants ne font que très rarement approcher du but adverse, ne cadrant qu'une seule frappe. Voilà, bon, je suis désolé pour nos amis messins et nos amis havrais, mais ça, c'était un vrai match de Ligue 2, par contre. Hein. Ça, c'est un pur match de Ligue 2. Hein. C'était... courage, hein. Courage, les amis. Hein. Donc, je pense que Le Havre était intrinsèquement supérieur, mais... faut aimer la Ligue 1 pour regarder ça, quand même. Faut vraiment avoir un fol amour pour la Ligue 1 pour se le taper. Hein. Je suis désolé, hein, parce que quand on va faire les timecodes sur YouTube, vous allez voir qu'il y a 1 minute pour Metz-Le Havre, mais honnêtement, j'ai rien à dire sur Metz-Le Havre. Je suis désolé.
Rennes-Strasbourg, Rennes qui pensait être bien parti sur un très très beau but de Truffert à la 22e, et Rennes qui s'est sabordé une nouvelle fois. Strasbourg en attendait pas tant, hein, très honnêtement. Seconde mi-temps, j'allais dire intéressante, non, pas calamiteuse de Strasbourg, et ça a suffi pour prendre un revers Rennes. Vieira, Kaka, exactement. C'était pas un match intéressant. J'ai l'impression d'avoir dit ça sur tous les matchs, mais c'est vrai que Metz-Le Havre c'était chiant, Lille-Monaco c'était chiant, Reims-Lorient c'était chiant, Clermont-Nice c'était chiant, et Marseille-Lyon ça n'a pas existé. Donc c'est vrai qu'on s'est pas trop régalé ce week-end. Hein. Ça commence à faire beaucoup pour Rennes. Oui, ça commence à faire beaucoup parce qu'il y a du matos quand même. Hein. Il y a du matos à Rennes. Je suis désolé, quand t'as Matic, Calumendo, Blas, Gouiri, que sur le banc, t'as Terrier, t'as Santa Maria, t'as Rieder, t'as Salah, là ils se sont permis de mettre Théâtre sur le banc pour le reposer, c'est pas normal. C'est pas normal que Rennes, aujourd'hui, soit à la 8ème place du classement, avec seulement 3 points d'avance sur le 16ème, et une différence de but surtout de seulement plus 3, quoi. C'est triste, Rennes, c'est très triste. Donc, je sais pas à quel moment ils vont commencer à tirer la sonnette d'alarme. Peut-être que le retour de Martin Terrier comme titulaire, parce que ça semble évident, hein, leur fera du bien. J'espère de tout cœur et avec tout l'amour que je lui porte que Martin Terrier va revenir à son meilleur niveau, parce que c'est un super joueur et qui mérite pas de sombrer à cause des blessures comme d'autres avant lui. Mais c'est décevant en fait. C'est décevant parce que cette équipe de Rennes, quand elle joue bien, notamment sa première journée de championnat quand ils avaient joué contre Metz, c'est super intéressant, il y a des bonnes bases. Et à chaque fois, c'est décevant, quoi. Je pense qu'être supporter rennais aujourd'hui, ça doit être hyper frustrant de voir le talent intrinsèque dans cette équipe et de voir le gâchis qui en est fait régulièrement. Donc, à ton avis, avec ce nivellement de la Ligue 1, ça peut permettre à Lyon de sortir de la zone rouge? Oui, ça peut, on en parlera après. Ça peut. Ça peut quand on fera un point sur le classement au global. Du côté de Strasbourg, Strasbourg c'est écœurant en vrai. Hein. Parce qu'il y a quand même des bons joueurs. Angelo c'est un super joueur, Bakwa c'est un bon joueur, Emega c'est un bon joueur. En défensivement, Delaine, Perrin, Niamsi et le petit Senaya c'est des bons joueurs. Sels ça fait partie des meilleurs gardiens du championnat. C'est pas possible de faire aussi peu avec du matos comme ça. Alors oui, ça va pas jouer avec des champions de Strasbourg. Mais en début de saison, on était en droit de les mettre 7 ou 8e. C'est Patrick Vieira, c'est une catastrophe, c'est une calamité pour ce club. Une calamité. Ça sent la fin de Genesio à Rennes. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Regardez la Ligue 1. Regardez la Ligue 1. Rennes, ils gagnent 3 matchs, ils sont 4e. Non, elle est homogène cette Ligue 1. Et je sais pas si c'est le bon mot homogène. Mais regardez le classement. Comme tout le monde est tassé, quoi. Il n'y a pas de trou. Il y a peut-être un petit trou ici, mais même pas. Donc non, Genesio est pas en danger. Genesio sera en danger s'il enchaîne 3 défaites. Mais on verra. Je vous rappelle quand même que Rennes joue Lyon dans 2 semaines. Donc il y aura 3 points faciles pour Rennes. Donc voilà, Rennes décevant et qui doit se reprendre. Bon, Marseille-Lyon, on va pas en parler. On va cliquer là-dessus comme ça si vous voulez. On avait la compo, cela dit. Peut-être pas trop déçu de ne pas avoir le match puisqu'on était sur une défense à 5 côté lyonnais. Si vous voulez voir un débrief complet de Marseille-Lyon, vous avez le débrief qui est présent sur la chaîne, qui d'ailleurs s'affichera normalement en haut à droite de votre écran, et en fin de vidéo tout à l'heure, si vous voulez qu'on parle des événements extrasportifs qui ont amené au report de ce match, qui devrait se rejouer, nous dit-on, en décembre. La décision sera prise jeudi, donc on devrait être fixé là-dessus. C'est pas exclu que l'OL prenne des sanctions pour les agissements scandaleux qui sont allés en parquage, et chaque heure qui passe nous envoie de nouvelles vidéos absolument dégoûtantes. Je parle pas au nom de tous les Lyonnais, je ne parle qu'en mon nom, mais moi j'ai honte de supporter un club qui tolère des gens comme ça dans son parquage, mais on en a déjà parlé bien assez. On va faire un point sur le classement, juste pour voir que Nice est en tête devant le Paris Saint-Germain et Monaco toujours. Lille est en embuscade, Reims, il n'y a pas de secret. Hein. Les 6 premières équipes sont les 6 meilleures équipes de ce début de saison, il n'y a pas de malentendu. Derrière, on retrouve un Nantes en léger trompe-l'œil, je trouve, par rapport à la production qu'ils ont, toujours sur courant alternatif. Rennes qui est quand même 8e, alors qu'ils ont gagné que 2 fois. Il faut quand même dire que le niveau de cette Ligue 1 cette année, il est particulièrement faible, techniquement, faible en spectacle. Il y a très peu d'équipes qui sont au point. Il n'y a pas de locomotive réellement, et il y a beaucoup d'équipes qui sont prétendantes au maintien. Parce que voilà, on n'a pas parlé du maintien encore. On a toujours Lyon qui est bon dernier et calamiteux. Clermont c'est très mauvais, Metz c'est très mauvais, Lorient c'est retombé comme un soufflé, Strasbourg c'est très mauvais, Le Havre c'est limité, Toulouse c'est mauvais, Montpellier c'est très moyen et sur courant alternatif aussi. C'est 7 équipes peuvent descendre. Ces 7 équipes peuvent descendre, tout comme il suffit d'une bonne série
et on va en parler quand on va regarder la prochaine journée de championnat. Il suffit d'une bonne série pour s'en sortir. Lyon va jouer contre Metz. Si Lyon gagne contre Metz, ils sont plus qu'à 3 points. Et derrière, il suffit d'enchaîner 2-3 bons matchs pour que ça remonte. Alors, est-ce que Lyon va enchaîner 2-3 bons matchs, hein? On peut rêver. Ameno, Petit Cierge à Fourvière. Mais voilà, premier avec seulement 11 buts, c'est dingue. Ah, mais c'est dingue en vrai. Le classement de Nice, c'est dingue. C'est 11 buts marqués. C'est une des pires attaques du championnat. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la 6e pire attaque du championnat et ils sont leaders. Tu comptes pas Nantes avec les 7. Non, je compte pas Nantes avec les 7 parce que Nantes a eu des matchs miraculeux. Ils ont pris des points de façon miraculeuse, notamment contre Monaco. Et je sais plus quel match qui est un miracle, où je crois que c'est Lorient, où ils égalisent assez tard, je sais plus. Mais je pense pas que Nantes soit dans le wagon du dessus. Nantes, ça me semble quand même assez limité et assez courant alternatif. On dirait la GIA où la saison ils font 3 en 2000. Oui, ou l'AS Nancy-Lorraine quand ils se qualifient pour la Coupe d'Europe. Oui, mais la défense, please. Ah bah non, mais on a dit. Nice, moi, c'est chiant. C'est hyper chiant à regarder, Nice. C'est hyper chiant à jouer. Mais c'est cohérent. Et c'est fort. C'est tout simplement fort. Et à un moment donné, ils sont pas là. C'est pas un malentendu, le classement de Nice. Ils sont là parce qu'ils ont des bases hyper solides qui ont mis un peu de temps à se mettre en place, puisqu'ils ont fait 3 matchs nuls en début de saison. Mais voilà, à un moment donné, on a le droit de faire un football chiant. Donc ils sont pas là par hasard, ils sont là parce que c'est cohérent sur le terrain, parce qu'ils ont des bons joueurs, parce que Todibo Dante c'est extrêmement fort, parce que le petit Youssouf est giga fort, parce qu'il y a des dynamiteurs quand même qui sont capables de marquer le petit but qui va leur filer la victoire. C'est pas un malentendu. Donc je sais pas si ça tiendra toute la saison, et je pense pas que ça tiendra toute la saison, parce que il y a quand même un certain nombre de matchs où ils sont sur un fil. Mais moi je suis admiratif du travail de Farioli, et je suis admiratif pas de la manière, mais des résultats. Donc j'espère que quand les résultats ne suivront peut-être plus, ils sauront peut-être se remettre en question au niveau de la manière. Mais tant que ça tient, ça tient. Voilà. Après, la CAN, c'est compliqué, effectivement. Et Nice a quand même joué pas mal de clubs du haut de tableau. Je crois qu'ils ont joué Monaco, déjà. Ils ont battu Paris, c'est pas rien. Ils ont infligé la seule défaite de la saison à Paris. Donc, non, attention, Nice. Je continue de penser que ils sont pas vraiment candidats au titre. Parce que je pense pas qu'ils ont la profondeur de banc nécessaire pour aller jouer le titre. Ce qu'a Monaco pour le coup. Mais attention Nice, parce que pour le podium, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Et derrière, on en a parlé. Honnêtement, si on doit faire une hiérarchie, je pense que l'équipe la plus faible... Alors, on va pas parler de Lyon. Parce que Lyon, on va espérer que ce soit conjoncturel, nous, supporters lyonnais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas trop de débat pour dire que c'est la pire équipe de Ligue 1. Donc on va la mettre hors catégorie. Je pense que Metz, c'est l'équipe la plus faible de Ligue 1 derrière Lyon. Et que derrière, ça doit se jouer entre Clermont et Strasbourg. Lorient a des qualités, a des joueurs de qualité. Je pense qu'ils vont remonter à un moment donné. Là, ils sont dans une mauvaise passe. Le Havre a un effectif très limité, mais il y a des idées de jeu et il y a une capacité quand même à produire du football. Toulouse, je suis inquiet parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, moi, si je devais mettre dans le wagon de la Ligue 2, en imaginant que ça va mieux côté lyonnais, je mettrais Metz, Clermont et Strasbourg. Je mettrais Metz, Clermont et Strasbourg. Voilà, dire que Strasbourg a tapé l'OL. Ah non, mais c'est miraculeux. Hein. Strasbourg a tapé l'OL, Clermont a tapé l'OL, et attention, la semaine prochaine, peut-être Metz qui va taper l'OL. Bon, bref. Voilà, pour cette 10e journée de Ligue 1, le classement... Et on n'a pas le calendrier, là ? Un calendrier résultat. La 11e journée de championnat. Ce sera la semaine prochaine, vendredi. Nous commencerons par un alléchant Paris-SG Montpellier. Il y aura, je pense, pas trop de suspense, mais on ne sait jamais avec le PSG. Derrière, on aura un Lorient-Lens, où honnêtement, je ne sais pas trop quoi en attendre. On verra si Lens se préserve en vue de la Ligue des Champions ou non. Marseille-Lille, ça promet d'être un bon match. Marseille-Lille, ça jouera une place autour de la 4e, 3e place. Je pense que l'OL descendra en fin de saison. Moi, je pense aussi aujourd'hui que l'OL va descendre en fin de saison. De toute façon, c'est pas compliqué, les enfants, puisqu'on y vient. Le match du dimanche à 13h, ce sera le match de la Gigapeur, Lyon-Metz. La victoire contre Metz, côté lyonnais, elle est absolument obligatoire. Parce que si par malheur, l'OL perd contre Metz, ça veut dire que l'OL est à 9 points de Metz. Et là, on peut remballer direct, c'est direction la Ligue 2 sans passer par les barrages. Donc, si Lyon veut garder espoir en la Ligue 1 l'an prochain, il faut absolument s'imposer contre le Metz. D'ailleurs, ça se fera sans coach, puisque Fabio Grosso a une ITT de 30 jours. Voilà, vive le football, hein, évidemment.
Mais c'est le vrai match important de cette journée-là, c'est Lyon-Metz, parce qu'on va savoir, tout simplement, si Lyon perd contre Metz à domicile, c'est fini les gars, on peut remballer complet. Nantes-Reims, là aussi, attention. Reims, il va falloir faire mieux que la semaine dernière. Nantes, il va falloir se racheter. Strasbourg-Clermont, je vous annonce une purge absolument monumentale. Je pense que si on doit parier sur un 0-0, ce sera Strasbourg-Clermont. Attention également à Toulouse-Le Havre. Là, on est sur les deux matchs qu'on n'a pas très envie de voir quand même. Monaco-Brest, ça peut être intéressant en termes de football, même si Brest à l'extérieur, point d'interrogation quand même. Et on terminera par Nice-Rennes, qui nous promet pas non plus d'avoir un match hyper flamboyant, mais on verra si Nice est toujours capable de tenir son rang face à une équipe de Rennes qui à l'extérieur est particulièrement calamiteuse, et je crois qu'ils n'ont pas marqué sur 4 mi-temps entières, 4 matchs entiers, Rennes, donc plutôt du côté de Nice de ce côté-là. Le dimanche 15h, waouh. Ah ouais, le multiplex à 15h, va falloir avoir les nerfs solides quand même. Statistiquement, je sais pas si une équipe s'est déjà maintenue avec 3 points en 9 matchs. Si, Nantes en 2002-2003, si je dis pas de bêtises. Match référence, triplé de barre EP. Je note sur mon petit carnet, voilà. Uni a dit triplé de barre. Voilà, je note. Et on le ressortira la semaine prochaine. Nantes-Reims semble vraiment cool. Bah, de toute façon, il faudra pas regarder les deux autres. Moi, je mettrai le multiplex, parce que j'adore le multiplex. Mais voilà, Diawara va nous sauver du marasme à l'OL. Voilà, on va terminer par l'équipe type. J'ai pas lancé Paint parce que je suis con. On va terminer par l'équipe type. J'avais complètement oublié qu'il fallait faire l'équipe type. Je vais pas vous mentir. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai pas la bonne fenêtre. Alors, on va faire l'équipe type du week-end. Je vous avoue que c'était pas un week-end hyper fun en termes de football. Donc j'ai pondu une équipe type qui est... il y aura peut-être débat au niveau de la défense centrale, mais c'est tout. Alors d'abord, on va dessiner le terrain, comme vous en avez l'habitude. On va commencer par l'autre côté, parce que j'ai tendance à faire n'importe quoi quand je remonte. Il est un terrain que l'on qualifiera sobrement de pas terrible. Voilà, je vais le baisser, histoire qu'il soit un peu plus visible. Hop. Alors que le chat est très intrigué, là. Vous ne le voyez pas, mais le chat est très intrigué par le terrain. Il est en train d'attaquer l'écran, là. Hop, voilà, une surface de travers, c'est pas grave. Alors, 3 sur 10 le terrain, j'accepte la sentence. Au goal, nous allons mettre Chevalier, qui a fait un super match. Ah, attendez, parce que je pense que le feutre est un peu trop gros, là. Hop, un feutre qui marche trop bien, c'est un peu l'inverse de Romain Molina. Chevalier au goal. En défense centrale, j'ai mis Medina. Le chat est en train d'attaquer Facundo Medina. Et j'ai un doute pour le deuxième. J'ai noté Dante, Agbadou, Sangante et Kouyaté. Qui vous mettriez en deuxième avec Medina? Non, Diakité, on va plutôt le mettre côté droit, parce qu'on n'a personne côté droit. Dante? Ouais, Dante. Après, Kouyaté fait un pur match aussi. Hein. Il fait vraiment un pur match. Uni, est-ce que tu peux dire à Nofa d'arrêter de m'inviter à Counter-Strike quand je suis en live, s'il te plaît? Kouyaté, ça me semble cohérent. Hein. On va mettre Kouyaté. À droite, on va mettre Diakité, parce qu'on n'a pas trop le choix. Hop. Il me spam. Non, mais il est insupportable. À gauche, on va mettre Truffert, parce que honnêtement, je sais pas qui mettre à gauche sinon. Bradley Loco fait un super match, mais je sais pas qui on doit mettre. C'est pas facile de faire des équipes types avec seulement 8 matchs. Hein, donc, encore une fois, merci aux débiles qui ont caillassé le bus de Lyon. Au milieu de terrain, il y a un mec évident, c'est Warren, Zahir, Emery. Ça, c'est évident, absolument. Au milieu, j'ai mis Boudaoui, même si en vrai, Boudaoui, il a pas vraiment joué numéro 8. Parce que c'est lui qui débloque le match. Ensuite, on va tricher un petit peu. On va mettre Sotoka quand même, parce que même si c'est des penalties, il met un doublé. Et on va tricher en mettant Zegrova à gauche. Alors qu'il a joué à droite, mais c'est pas grave. On triche, c'est pas un souci. Devant, on va mettre, j'allais dire Checo Adams. Non, c'est Accor Adams. Et très malheureusement, ou non, hein, on est quand même un peu obligé de mettre Mbappé. Parce que son but est magnifique, parce qu'il convertit le penalty de la gagne, et ça me semble à peu près logique. J'ai pas beaucoup de prétendants aux mentions franc-honorables, je vous avoue. J'ai mis dans les mentions franc-honorables Steve Mounier, ici.
J'ai mis Dante. On pourrait mettre Yoro, effectivement. Pour le coup, il rate le penalty de la gagne, c'est vrai. Il a été nullissime. Qui ça qui a été nullissime? Thomasson, vous voulez mettre Thomasson? Steve Mounier qui marquait beaucoup sur les phases de Franck Honorable, complètement. C'est sur toutes les équipes type, zéro débat. Non mais vous pouvez... Oui, il a pas été bon Mbappé, mais c'est un but, c'est 2 buts. Donc à un moment donné, encore un très bon match de négo, même si le match était chiant. Pour le coup, je sais pas. Thomasson, ça me semble pas déconnant. Ah attendez, parce que le chat... Voilà, pousse-toi le chat. Mettre Thomasson... Merde, j'écris mal. Ismaili... Là-dessus, je vous fais le latéral... Non, alors non, pas le latéral de Reims qui rentre clic-clac. On le mettra en super sub, mais pas dans l'équipe type, parce qu'il a été calamiteux hein, jusqu'au but. On va mettre Thomasson ici, même si c'est pas son poste, c'est pas grave. Non, Thomasson, il a pas joué là. Thomasson, il a joué de l'autre côté. Voilà, il nous en manque un. Non, il nous en manque 2 encore. Ouais, c'est vrai que Lesmelou, c'est pas déconnant. Lesmelou, encore une fois, hein, il est toujours là, Lesmelou. Et il nous en manque un dernier. Rosario Dédé, ce serait pas déconnant, ouais. Rosario Dédé, non, on va pas mettre Bizot parce qu'il a pris 3 buts quand même. Même s'il a été bon, je vous l'accorde. Ouais, je pense que Rosario, ça... Après, on a mis beaucoup de Niçois. Non, on n'a pas mis beaucoup de... Si, on a mis Boudaoui, on a mis Dante. Ouais, c'est pas déconnant. Chotard, pourquoi pas, ouais. Un Rémois, ouais, un Rémois, ça serait pas déconnant. Qui j'ai mis dans les Rémois? J'ai pas mis grand monde en vrai. Hein. Ils ont pas fait un bon match, les Rémois. Hein. Non, mais Lesmelou, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible, Lesmelou? Il était très bon, Lesmelou. Je sais pas si je mets Rosario ou si je mets Agbadou. Parce qu'Agbadou a été bon quand même. Hein. Je pense qu'on va mettre Agbadou pour récompenser quand même un Rémois. Voilà. Et le joueur du week-end, c'est Accor Adams ou Warren Zaïre-Emery? Lequel des deux? Parce qu'Accor Adams, quand même, costaud le monsieur. Hein. Accor Adams ou Warren Zaïre-Emery? Adams. Vous voulez mettre Medina? Préférez Medina. Moi, je partirais sur Accor Adams. Hein. Ah, c'est serré. Bon, je vais vous mettre un sondage. Alors, commencer une prédiction. J'ai un sondage. Alors, nouveau sondage. Homme du week-end. Warren Zaïre-Emery, Adams ou Medina. Voilà, vous avez 1 minute pour voter. 1 minute pour voter. C'est vous qui décidez. Pourquoi je peux pas? Un sondage est actuellement en cours. Ah, merci à... Ah merde, mais t'as pas mis Warren Zaïre-Emery. Il y en avait 3, ouais. Attends, je vais le refaire. Est-ce que tu peux me supprimer le sondage, s'il te plaît? Alors, nouveau sondage. Alors, homme du week-end. Warren Zaïre-Emery, Adams ou Medina. Hop, voilà. 1 minute pour voter, c'est parti. C'est parti. Non, c'est Socrate qui a oublié Warren Zaïre-Emery, mais c'est bon, là, ça y est, le sondage est en cours. Ah, c'est hyper serré, hein. C'est hyper serré. Entre Adams et Warren Zaïre-Emery. Il n'y a pas beaucoup de partisans de Medina. Hein. Rien que l'action du but, Medina ne plus football. Ah, mais je suis d'accord avec vous. Hein. C'est vous qui décidez, c'est vous qui votez. Pour l'instant, on part sur du Warren Zaïre-Emery, ce qui est pas déconnant. Moi, je serais parti sur Adams, mais je suis l'avis du peuple. Alors que le chat est en train d'attaquer la souris, évidemment, c'est très pratique. Et ben, on est parti sur Warren Zaïre-Emery pour le joueur du week-end. Au niveau des coachs, on va... Merde, j'ai mis catch. Au niveau des coachs, le coach du week-end, est-ce qu'on met Derzak? On va quand même mettre Ez pour le 4-0, même si c'est cher payé. Et le super sub, pour le coup, ce sera Wilson Esbrandt, qui a été clutch à défaut d'être bon. Voilà, Fonseca ou Waze. Voilà, on a terminé ce débrief, une belle équipe type. Un jour, promis, on fera ça proprement sur un bel outil que je pourrais développer, mais pour ça, il faut que je sponsorise ce débrief Ligue 1. Pour l'instant, vous n'êtes pas assez nombreux à liker sur YouTube, donc ce ne sera pas le cas. Fonseca ce week-end. J'avoue que Fonseca, c'est pas déconnant. Mais je vais laisser Hayes. J'avoue que Grosso pour le... Ouais, il mérite... Ah, Grosso, c'est... Le paint à la souris, c'est le folklore. Ouais, alors vous savez, j'avais acheté un écran annexe que je pensais être tactile, puis en fait non. J'attends de déménager pour racheter des trucs. Comme ça, je mélange toutes les dépenses.
Mais c'est prévu d'avoir un setup avec un écran tactile qui puisse servir pour faire les équipes de la semaine et aussi avoir un beau template derrière. D'ailleurs, normalement, il devrait y avoir quelques éléments graphiques qui arrivent sur la chaîne. Un jour promis, il y aura un Lyonnais dans cette équipe type. On n'était pas loin, hein. On n'était pas loin à Lons-Lorient, mais on n'a pas fait le débrief malheureusement. On n'a pas fait le débrief. Lons-Metz dimanche 15h. Non, c'est à 13h. Le débrief sera à 15h. On a terminé. Si vous êtes sur YouTube, merci d'avoir suivi ce débrief. Rendez-vous la semaine prochaine et rendez-vous du coup dimanche à 15h pour le live débrief de, on va espérer, la première victoire lyonnaise de la saison, parce que si c'est pas le cas, on va tout droit en Ligue 2. Donc voilà, merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne fin de journée si vous êtes sur YouTube, puisque le replay sera disponible dans la matinée demain pour que vous puissiez regarder ça en allant au travail. Merci pour les pouces, merci pour les abonnements, merci à ceux qui sont abonnés à la chaîne sur Twitch, ça fait très plaisir. Et on se retrouvera du coup la semaine prochaine. Bisous, à bientôt.